C'est bien une question de lutte de classe, et c'est ce que je vais essayer de démontrer rapidement. Je ne vais pas trop développer sur la question de Cuba, parce que je laisserai mon camarade, je parle sous sa surveillance, développer ces points-là, mais il y a d'autres points qui sont importants par rapport à cette question. Et je commencerai par dire, bon, après, il y a tout un travail qui reste à faire par rapport à cette question. Elle est visiblement assez neuve, mais elle est très ancienne pour ceux qui prennent la peine de rechercher quel est l'héritage du mouvement communiste sur la question, et on découvre des choses qui sont très déstabilisantes. Puisque l'effondrement de l'Union soviétique, il y a deux attitudes, finalement, je repère deux attitudes dans le mouvement communiste sur la question écologique. Il y a la question, il y a le positionnement de certains communistes qui sont un peu dans le déni, c'est-à-dire que l'écologie, ça représente un mouvement, celui des Verts, qui est une nouvelle forme de réformisme, contre lesquels il faudrait justement mettre en avant que l'agrochimie c'était bien, comment dire, le climat c'est pas vrai, enfin il y a toute une position particulière qui est celle du déni et du repli identitaire, refusant d'observer justement ce qui se passe dans les pays du Sud par rapport à cette question. Et puis il y a une autre attitude qui me semble être tout aussi erronée, qui est celle qu'on appelle écosocialiste. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. L'écosocialisme, c'est souvent une affaire de philosophes ou je dirais, de théoriciens des idées politiques qui recherchent chez Marx lui-même dans la lettre comment Marx aurait quand même vu la question écologique, aurait parlé de la nature, et puis finalement c'est après qu'on aurait manqué, que l'histoire du communisme aurait manqué la question, quoi. En gros, pour moi, d'après ce que je comprends dans l'écosocialisme, il faut repérer là où Marx n'aurait pas tout dit sur sa théorie, y compris sur la question de l'environnement, ou, au mieux, Marx aurait dit des choses, mais ensuite elles auraient été oubliées dans l'héritage du socialisme réel, tel qu'on l'appelle, c'est-à-dire en particulier dans le camp socialiste. Dans les deux cas, je pense qu'il y a une ignorance qui est sans doute liée, qui s'explique quelque part dans le mouvement communiste, c'est le fait qu'on a souvent traité la question de l'agronomie, par exemple, sur la défensive. Dans l'après-guerre, on a eu une grande période d'agriculture intensive qui s'est généralisée dans l'ensemble de l'Occident, y compris même en URSS, à partir d'une certaine époque. Et cette agriculture intensive a été, je dirais, triomphale. Elle a écrasé toute autre forme de pensée agronomique, et jusqu'à devenir une forme d'héritage théorique et culturel dans le mouvement communiste. Alors qu'en réalité, si on regarde bien la question de comment on traitait l'environnement depuis 1917 en URSS, on se rend compte que la question n'était pas du tout traitée de la même façon dans la première époque de l'Union soviétique et puis dans une deuxième époque d'après-guerre. Alors le clivage entre les deux époques est lui-même mal connu, parce que certains, je pense à Paul Ariès par exemple, que vous connaissez peut-être, qui est un décroissant, voilà, il est de Lyon en plus, peut-être il serait dans la salle. Paul Ariès a écrit que, alors il a concédé dans un livre qui date d'il y a 1 ou 2 ans, que effectivement la question écologique était présente dans les idées révolutionnaires de 1917. Et que c'est dans le passage entre Lénine et la suite qu'on a eu un abandon total de ces questions. Chose en quoi il se trompe lourdement, et pour des raisons, je pense, d'ignorance scientifique. Parce qu'on a tendance à considérer que l'Union soviétique, je vais peut-être insister un petit peu plus là-dessus, peut-être moins sur Cuba, mais en URSS, dans une certaine période, on a effectivement eu cette dimension de protection de l'environnement très important. Il y a eu ce décret Lénine en 1921 de protection des jardins et des parcs, je crois, ça s'appelait comme ça, qui a développé toute une politique de protection de l'environnement, mais vraiment avec ce qu'on appelait des apovetniks, c'est-à-dire des réserves naturelles telles qu'on peut les imaginer au plus haut niveau, c'est-à-dire interdiction de rentrer pour l'être humain. Bon, les apovetniks ont été
très important en URSS. Il faut dire que le territoire est énorme hein, et extrêmement diversifié d'un point de vue environnement, jusque dans les années 80, jusqu'à aujourd'hui même. Donc il y a cette dimension-là, mais pas seulement. Il y a aussi la dimension de l'agriculture qui est très importante, et dans laquelle il faut faire deux périodes, d'après ce que j'ai étudié, en tout cas sur la question d'un point de vue scientifique. Il y a eu une période où, clairement, c'était l'agrobiologie qui était dominante en Union soviétique, et une période où l'agrochimie a pris le dessus, à partir des années 50-60. Alors, il faut bien voir que quand on parlait d'agrobiologie à une certaine période, n'importe quel écologiste d'aujourd'hui tomberait de sa chaise en se rendant compte qu'à l'époque, on était contre les produits chimiques. Je parle jusque dans les années 52, 53, 54. On était contre les produits chimiques et on était pour ce qu'on appelle une agriculture extensive. Et il faut dire que la problématique numéro 1 pour les Russes, pour les Soviétiques, c'était de fertiliser des territoires de plus en plus grands. Hein. Donc c'est pas du tout cette logique d'agriculture intensive où, comme en Europe, on a un territoire limité et il faut doper à mort les terrains agricoles qui sont déjà existants. En URSS, la question était de comment fertiliser des sols qui ne sont pas encore. Et c'est la raison pour laquelle la pédologie, la science des sols, compte parmi ces pionniers des Russes, hein, même avant 1917. Hein, des scientifiques qui se sont illustrés par des grandes avancées sur ce terrain de la science des sols, de comment on entretient. Alors justement, c'est pas la science des sols d'un point de vue agrochimique, c'est pas comprendre comment faire pousser des plantes le plus vite possible, c'est comment on protège le sol de façon durable, et y compris en respectant les formes de vie qui existent, comment est-ce qu'on arrive à avoir des développements au niveau du sol qui sont particuliers en fonction de chaque région. Enfin, c'est une science en tant que telle. Et cette science était celle qui était mise en avant en URSS depuis les années 30, je dirais. Alors il y a eu des querelles entre scientifiques, entre les agrochimistes et les agrobiologistes. Mais ce qui est le plus étrange dans cette histoire, je pense qu'il faudrait peut-être même insister là-dessus, c'est que dans les années 30 et 40, alors que c'était le point de départ de l'agro-business et de l'agrochimie en Occident, le boom s'est fait après la guerre, tout simplement parce que il y a une liaison entre l'industrie militaire qui produit des explosifs et puis les engrais, etc., l'industrie chimique. Comment se fait-il qu'en Union soviétique, on ait choisi en 1948 de faire un grand plan de transformation de la nature à l'échelle d'une surface qui dépasse, je pense, la France, le Benelux et l'Allemagne, enfin un territoire immense, dans lequel on a commencé à essayer de fertiliser les sols par ce qu'on appelle l'agrobiologie, mais ce qu'on appellerait aujourd'hui l'agroécologie. C'est-à-dire faire des bandes forestières. Vous connaissez peut-être un peu la question, mais le top de l'agroécologie aujourd'hui pour les Verts, c'est l'agroforesterie. C'est-à-dire le fait d'équilibrer la culture des forêts, dans lequel il y aurait beaucoup de formes de vie qui seraient auxiliaires de culture par rapport à la paysannerie, et donc de faire des bandes forestières sur des territoires gigantesques, et de miser là-dessus pour fertiliser les sols plutôt que sur les produits chimiques. 1948, dans une Union soviétique en ruine, on mise là-dessus, et pas du tout sur l'agrochimie. Il faut lire des traités de scientifiques des années 60-70 qui se moquaient, ici, hein, je pense à Jacques Baudot par exemple, des scientifiques qui se moquaient du retard médiéval de l'Union soviétique, qui refusait de se soumettre donc à ce triomphe des pesticides et des engrais chimiques. Et puis il y a eu un basculement évidemment. Khrouchtchev a été le point de départ d'une période où on s'est aligné, peut-être pour cette histoire c'est très politique, hein, mais finalement l'alignement sur le modèle américain en disant on va faire mieux, s'est passé essentiellement dans les années 60, et c'est à partir des années 60 qu'on a commencé à parler de tous les désastres écologiques que l'on connaît aujourd'hui comme étant soi-disant l'héritage polluant de l'Union soviétique. Quand on pense à la mer d'Aral, on pense au sol pollué au DDT de la Moldavie, etc. Tout ça sont des choses qui viennent en fait d'une deuxième période de l'Union soviétique qui n'était pas la première, et la première c'est pas celle de 17, ça s'est continué jusqu'après-guerre. Alors, je vais pas trop développer, hein, je vais pas être très très long, mais je voudrais quand même, pour avoir des détails, vous irez voir mon livre, mais en tout cas, des détails scientifiques même, hein,
Mais à l'échelle politique, je pense qu'il est important de rappeler plusieurs choses qui recoupent à la fois la question du socialisme réel et de cette question de l'écologie. Tel qu'on l'aborde aujourd'hui, l'écologie, c'est une question qui relèverait de la volonté. C'est-à-dire, il faut être plein de bonnes intentions et chacun, de façon citoyenne, changer notre mode de vie. Et c'est à travers cette approche qu'on finit par culpabiliser tous ceux qui roulent en diesel, enfin, en réalité, le peuple, quoi, hein, en réalité. Historiquement, il faut se poser des questions sur l'existant. Aujourd'hui, Cuba est un pays qui a reçu de la FAO, donc de l'ONU en 2006, le prix du premier pays à développement durable. C'est un mot qui semble très bobo, hein, le développement durable, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Développement durable, ça veut dire qu'on a la plus faible empreinte écologique et le plus haut indice de développement humain. Donc en gros, on a des gens qui ont le pouvoir d'achat nécessaire pour acheter du bio, quoi. C'est pas ici. Il y a eu d'autres prix qui ont été décernés à Cuba, hein, des prix, la WWF, enfin, il y a toute une série. Comment ça se fait que les Verts n'en parlent jamais? Pourquoi n'en parlent-ils jamais? Pourquoi ne disent-ils pas que, par ailleurs, en Chine, qu'il y a d'autres problèmes au niveau agricole, hein, il faudrait peut-être, là on ne va pas compliquer les choses, mais sur un autre domaine qui est beaucoup traité, qui est celui de l'énergie, de la transition énergétique, comme on dit, la Chine a beau être l'usine du monde, de fait, du fait des délocalisations des pays industrialisés en dégénérescence, est aussi le leader de toutes les productions d'énergie alternative. De très loin, et c'est pas dans la globalité, c'est par habitant. Donc il y a quelque chose là-dedans qui est objectif et qu'on refuse de dire. À tel point, je disais tout à l'heure que quand on dit ce pays a avancé dans le palmarès des productions d'énergie éolienne ou solaire, dans le palmarès hors Chine, parce que la Chine est toujours numéro 1. Donc on l'exclut, de fait. Bon, c'est bizarre. Un pays qui vient aussi, qui a un héritage de ce qu'on appelait le camp socialiste à une certaine époque. Pourquoi le Vietnam vient d'interdire le glyphosate sur son territoire? Il est sous le coup d'une menace de sanctions de la part de l'OMC sous demande des États-Unis. Donc je ne dis pas que le Vietnam s'est converti à l'agroécologie, mais il y a quand même des signes. On peut voir aussi au Kerala, par exemple, qui est un État de l'Inde, qui est gouverné par une coalition dirigée par un parti communiste indien. C'est s'illustrer aussi dans cette question d'agroécologie. C'est pas gratuit. Il y a des raisons politiques à ça. Et je pense que moi, en tant que matérialiste, je fais bien plus confiance à des pays qui ne s'affirment pas écologiques, mais qui le font. Contrairement aux pays qui ne font que parler de ça et qui viennent de voter le CETA ou des trucs comme ça aujourd'hui. Donc il y a une grosse différence entre... Alors comment ça se fait que des pays qui ne s'affirment pas et qui ne se sont jamais affirmés comme écologistes, finalement, œuvrent bien plus vite et bien plus puissamment sur ces questions que les pays dont on parle aujourd'hui? D'abord, il y a une nécessité, et puis ensuite, il y a une faisabilité. Je vais résumer. Une nécessité, on peut prendre l'exemple de Cuba, mais ce n'est pas le seul. Cuba est encerclé par le capitalisme comme l'URSS à une certaine époque, et c'est bien la question de la souveraineté nationale qui préside au développement de l'agroécologie aujourd'hui, puisque sous blocus, venant d'une agriculture qui était intensive au départ, Cuba a vécu sa révolution en 1959. Donc du temps où l'Union soviétique était déjà convertie au modèle agro-business. Donc ils se sont alignés. Il y a eu une sorte de partage du travail, comment dire, y compris agricole, dans le camp socialiste, dans lequel évidemment Cuba s'est inscrit et a développé aussi une agriculture intensive. Mais à partir du moment où le partenaire soviétique n'existe plus, il faut trouver les voies et moyens d'assurer une souveraineté nationale contre l'impérialisme, le premier qui est les États-Unis. Et la première base de la souveraineté nationale, c'est de nourrir le peuple. Cuba considère que le sol cubain est une richesse nationale, de premier plan. Est-ce qu'on va faire n'importe quoi avec? On sait très bien que les pesticides, ils boostent l'agriculture sur l'année, sur les années qui viennent. Mais sur les décennies qui viennent, ça détruit le sol. Tout le monde le sait.
Donc Cuba est confronté à une question de nécessité vitale d'avoir un système durable par une agroécologie durable aussi. Et c'est cette nécessité qui fait d'eux les leaders aujourd'hui de l'agroécologie, alors qu'ils ont des problèmes d'agriculture. C'est pas un pays c'est pas le paradis de l'agriculture, il y a de nombreux problèmes. Mais ils s'illustrent par des avancées très importantes que beaucoup de pays, beaucoup de gens écologistes ici seraient envieux de vivre chez eux. La faisabilité, c'est finalement assez simple, mais je pense que c'est la première chose qu'il faut avancer face à un écologiste qui refuse de parler du lien qu'il y a entre la question écologique et le système socialiste. Le système socialiste. Le système socialiste, ça consiste à ce que l'État, c'est-à-dire le peuple, possède l'ensemble du territoire, possède la terre. Donc ils sont libres de rediviser leurs parcelles comme ils le veulent, sur une planification de long terme, avec une distribution, c'est ce qui se fait en ce moment à Cuba, une distribution à des collectifs de travail, sous la forme, on dit que c'est des distributions à des collectifs, donc c'est du privé, mais en réalité on passe d'état de sauf cause à l'état de cause, en réalité, objectivement. Parce qu'en URSS, jusqu'à la fin, il y a eu énormément de cause, ça a été même majoritaire jusqu'à la fin. On pourrait dire que c'est du privé, bon, c'est des collectifs de travail, c'est des coopératives. Et ces coopératives fonctionnent parce qu'il n'y a pas de loyer, parce qu'il y a un prélèvement, comment dire, il y a un usufruit gratuit, c'est-à-dire que l'État prend 10% ou 20% pour vendre les productions des coopératives dans les quartiers eux-mêmes. Donc ce sont des productions bio, parce que dans ces cultures-là, on a interdit l'usage de pesticides, enfin on l'a réduit drastiquement, chose qui n'est pas possible non plus d'un point de vue législatif dans des pays capitalistes, où les lobbies industriels dominent. Donc là, on a un pays qui n'a pas de lobby pour imposer des lois, liées à l'agrobusiness, où la terre est possédée par l'État. Donc ça, c'est la superstructure, mais il y a encore plus important. Pour développer une agroécologie, on pense que c'est un retour au Moyen-Âge. On pense que quand on arrête de mettre des produits chimiques, des engrais, des pesticides, on revient à l'état de nature, quoi. Alors qu'en réalité, il faut savoir, et je vous le dis d'un point de vue, je vous le dis parce que je suis biologiste, l'agroécologie c'est plus de science, c'est pas moins de science. Plus de science parce que la compréhension de comment fonctionne le sol de façon durable et comment il peut nous donner suffisamment à manger est une autre paire de manches que simplement mettre des sacs de pesticides et d'engrais et puis de récolter après. C'est beaucoup plus compliqué. Donc en réalité, il faut plus de science. Et s'il faut plus de science, il faut à la fois que les paysans puissent assimiler cette culture pour devenir les agronomes de leur propre terre, en réalité. Donc il faut qu'ils aient un niveau scolaire suffisant. C'est le cas à Cuba, il y a un système éducatif qui permet justement à l'ensemble de la population d'avoir les capacités intellectuelles ou culturelles de pouvoir justement passer à ce qui est pas simple, hein. Les paysans qui ont toujours vécu dans un système d'agriculture intensive, ils peuvent avoir peur de ce qui va se passer quand ils vont arrêter ou quand ils vont commencer à semer autre chose. Et puis un système universitaire conséquent, puisque on forme à Cuba des agronomes qui irriguent la totalité du territoire et qui fonctionnent en réseau avec les paysans pour leur donner le savoir nécessaire de cette science et donner à l'agriculture cubaine les avancées qu'elle connaisse aujourd'hui, non pas dans la culture de canne à sucre uniquement, parce qu'avant c'était une monoculture de canne à sucre, aujourd'hui on a une diversification alimentaire propre à donner, alors je pense que c'est 75% des fruits et légumes sont produits sur place, ce qui peut vous paraître peu, mais en réalité c'est énorme par rapport à n'importe quel pays d'Amérique latine. Et que c'est une avancée, alors évidemment il faut continuer, mais enfin c'est déjà quelque chose de très important. Il faut savoir aussi que les agronomes cubains, comme les médecins, vous savez que les médecins cubains vont aider les pays, c'est un des aspects de l'internationalisme bien connu de Cuba. Il faut savoir que cet internationalisme s'exprime aussi par l'exportation, l'envoi d'agronomes dans des pays d'Amérique latine,
pour aider des paysans qui veulent passer à l'agroécologie concrètement, hein, dans les faits. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère, cette question de l'agroécologie. On peut apprendre que durant la guerre en URSS, Deuxième Guerre mondiale, l'état de l'économie était tellement catastrophique que le même genre d'expérience en fait a existé, de subdivision en parcelles sur lesquelles justement on comptait sur des collectifs de travail plus petits et pour diversifier la production, a existé en URSS dans les périodes les plus difficiles. Donc il y a quelque chose, il y a comme une sorte d'héritage, si vous voulez, entre d'une part le passé soviétique, mais pré-khrouchtchevien, on va dire, pré-khrouchtchevien, et puis ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire quelque part une redécouverte, alors je ne sais pas si elle est consciente ou pas, mais enfin une redécouverte par la nécessité de trouver des voies et moyens de protéger un environnement qui en réalité fait partie des richesses nationales de ces pays qui sont soucieux de leur souveraineté nationale contre l'impérialisme. Je vais terminer par là, je vais terminer comme ça, concernant l'URSS, c'est une sorte de pied de nez parce qu'il existe des écologistes en Russie aujourd'hui. Ces écologistes, j'ai vu sur certains sites internet d'écologistes russes, des écologistes qui luttent contre la construction d'une autoroute. Je ne sais pas si c'est du côté de Saratov, je ne me souviens plus, ça m'échappe maintenant, qui luttent contre la construction d'une autoroute, détruisant les restes des bandes forestières qu'on avait plantées dans les années 40-50, dans ce que je vous ai dit, le grand plan de transformation de la nature, parce que les écologistes actuels russes, peut-être même sans le savoir, se sont rendus compte que les paysans qui vivent à proximité de ces bandes forestières avaient une agriculture plus résiliente que partout ailleurs dans les années mauvaises, et que du coup c'était un atout pour l'agriculture écologique sur place, donc un vieux vestige, mais qu'il fallait protéger des prédations immobilières actuelles. Donc c'est bizarre que des écologistes russes aujourd'hui, finalement, le savent-ils ou non, je ne sais pas, finissent par protéger des choses qui avaient été en fait des acquis de ce qu'on pourrait appeler l'écologie réelle, jusqu'à un certain point, de l'Union soviétique. Aujourd'hui, je pense que, pour conclure, hein, rapidement, je ne sais pas si j'ai été très long, ça va? 1 minute. Là où il ne faut pas se tromper, c'est que la question écologique aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'elle intéresse tant les pouvoirs en place? Pourquoi est-ce que vous trouvez des députés macronistes dans toutes les manifestations pour le climat ici, en France? C'est quand même bizarre. On n'est pas dans une logique révolutionnaire là. Il y a cette question, je dirais, de la décroissance. C'est-à-dire qu'on fait ici le lien direct entre décroissance et respect de l'environnement. C'est-à-dire en fait comme si on était face à une nature pour laquelle on serait fondamentalement hostile. On développe une sorte de théorie, je dirais, anti-humaniste ou humanophobe. On serait une espèce qui serait vouée à détruire son environnement, à détruire la planète. Enfin, on a quelque chose un peu de mortifère et anti-progrès dans lequel on serait amené à penser que finalement c'était mieux avant et que tout ça c'est de la faute à la science, c'est de la faute à la science, c'est de la faute à l'industrie. Non, c'est pas de la faute à l'industrie. Je pense que pour les pays du Sud qui sont confrontés à ces problèmes aujourd'hui, il y a un double problème de développement de leur production nationale et de durabilité de cette production. Et du coup, je veux dire, à la limite, pour eux, ce qu'ils veulent, c'est pas l'austérité heureuse, c'est le développement. Oui, donc il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'aimerais réagir, mais effectivement, ouais, bon. J'ai envie de mettre, comme tu disais, camarade Prousto, c'est ça, sur la nappe et la campagne Campesino a Campesino à Cuba. C'est vrai que c'est un aspect que j'ai oublié, mais qui est quand même fondamental et qui mérite d'être soulevé par rapport à d'autres contextes dans les pays du Sud. Si la politique agroécologique fonctionne à Cuba, c'est aussi parce que, à la base, la paysannerie est organisée en syndicats. L'ANAP, c'est le syndicat des petits paysans cubains, qui appartient à une internationale qui s'appelle Via Campesina, et qui a
franchement réussi, il faut le dire, a réussi un prodige. Parce que cette campagne, campesino à campesino, ça veut dire, je parle pas espagnol, hein, mais c'est le fait de transmettre le savoir agricole de paysan à paysan. Donc de mutualiser les savoirs et justement de rassurer les paysans sur ce qu'ils peuvent faire, ce qu'il faut éviter, etc. Donc c'est vraiment des écoles d'agronomie qui sont implantées dans les moindres recoins du territoire cubain et qui ont entraîné, donc, tu disais 130 000 familles, mais je pense que ce mouvement est né en fait au Nicaragua, mais d'une dimension toute petite. C'est-à-dire que la NAP en a fait quelque chose de vraiment véritablement national, avec un effort politique important, un syndicat très organisé, très représenté sur le terrain, et qui a accompli quelque chose de fondamental qu'on peut-être on ne pourrait pas faire ailleurs. C'est-à-dire que la paysannerie, si elle n'est pas organisée, elle rejettera. C'est pas l'État peut imposer des trucs, mais à un moment donné, ça peut ne pas être appliqué par les paysans. S'ils sont acteurs de ce truc-là, c'est l'origine de leur réussite. D'un autre côté, moi j'ai fait plusieurs conférences en Tunisie, notamment devant des paysans qui sont sur d'autres problématiques. Et là, on voit vraiment ce que c'est que l'impérialisme dans un pays donc semi-colonial, semi-féodal, où eux, ils sont sous le joug d'un traité qu'ils sont en train de signer avec l'Union européenne, qui s'appelle l'ALECA, accord de libre-échange complet et approfondi. Donc là, on comprend bien que c'est pas du socialisme. Et dans cet accord est une véritable catastrophe pour l'agriculture tunisienne, puisque on va transformer l'agriculture tunisienne en un supermarché où on va, à la limite, on va faire que des fraises qui consomment énormément d'eau. Donc là-bas, on a un problème effectivement de distribution d'eau, y compris pour des collectifs de travail qui pourraient, des collectifs de paysans qui se feraient depuis 2011 sur un modèle qui est presque cubain, à la limite, dans les récupérations de terrain par des collectifs de travail, et qui sont harcelés par le pouvoir et indirectement par la France et l'Union européenne pour les empêcher de mener des politiques justement à caractère agroécologique. Pourquoi? Parce que la monoculture qui est destinée à l'exportation est totalement incompatible avec toute forme d'agroécologie, de polyculture pour nourrir les habitants, et de quoi dépendent énormément la paysannerie tunisienne. On a deux exemples ici, Cuba et la Tunisie, qui sont complètement diamétralement opposés sur cette question. Je voulais réagir aussi sur le camarade parlait du caractère scientifique de l'écologie. C'est très important de voir aussi que, je dirais même, alors là c'est même à l'étage de l'idéologie marxiste, de la théorie marxiste, puisque le camarade parlait de Engels, de la dialectique de la nature, mais l'approche, je dirais, matérialiste, dialectique, y compris dans les questions d'écologie, sont des approches qui sont contre le réductionnisme et qui sont interactionnistes, justement, depuis l'origine. Même l'analyse des systèmes économiques par Marx était interactionniste. Il faut prendre tout en compte pour comprendre les systèmes. L'agrochimie, c'est on met un sac de produits chimiques parce qu'on a vu que ça poussait mieux avec, et on ne se pose pas la question du sol, on se pose uniquement la question des plantes, alors que c'est le sol qui fait pousser les plantes. En URSS, l'agrobiologie visait à produire toujours plus, donc c'est ça où finalement on pourrait les accuser même, ceux-là, des années 30-40, ces agrobiologistes, opposés à l'agrochimie, on aurait pu les taxer de productivisme. Ils voulaient produire toujours plus en prenant soin du sol, c'est-à-dire le sol est l'usine qui va fabriquer les plantes. C'est pas nous qui allons fabriquer les plantes en utilisant le sol comme un réservoir passif, mais le sol est un élément dynamique qu'il faut soigner, qu'il faut entretenir, et c'est comme ça qu'on arrivera à produire le maximum à tous les endroits où on a des sols avec des propriétés différentes. Donc d'un point de vue scientifique, on est très près finalement de cette analyse scientifique. C'est effectivement notre environnement qu'il faut soigner, non seulement l'agriculture, mais aussi, même plus largement, parce qu'on parle de biodiversité, c'est effectivement à l'échelle politique la planification qui le permet, puisque on entend aujourd'hui que, je ne sais pas si vous avez entendu, qu'on parle du fait que par satellite, on enregistre un reverdissement de la planète ces dernières années. Et donc des écologistes font des vidéos là-dessus en disant est-ce que c'est vrai que la planète reverdit? On peut mesurer le taux de chlorophylle global à l'échelle de la planète? Oui, oui et non, parce que
Bon, il y a effectivement, c'est vrai que ça reverdit, mais à la fois parce que l'Inde est en train de reverdir, enfin de produire énormément, mais c'est parce qu'ils développent à mort l'agriculture intensive. Par contre, effectivement, la Chine, là, ils sont dans vrai, clairement, ils ont fait l'équivalent d'une nouvelle surface de l'Amazonie sur leur territoire. Donc là, c'est du reboisement, c'est pas de l'agriculture. Hein. Ils ont vraiment. Alors, il faut savoir qu'en Chine, quand on fait des projets, c'est sur 70 ans. Hein, donc, ils peuvent planifier sur des durées qu'on n'imagine même pas ici. Et donc, ils ont des plans de reverdissement, de lutte contre le développement du désert, de Gobi, des poussières, etc. Ils ont des logiques nationales qui sont centrales. On n'imagine pas à quel point c'est important, mais de protection de l'environnement, parce que leur géologie, leur hydrographie pose problème et qu'il faut résoudre certains problèmes par le reboisement. Et à Cuba, c'est pareil, hein, un reboisement aussi très, très massif, que seul un État capable d'avoir, comment dire, en capacité de justement planifier ce genre de reboisement peut faire, pas ici. Voilà. Puis dernière chose, sur le nucléaire, ça me semble important quand même, la question du nucléaire. Puisqu'il faut savoir que comment dire, le nucléaire, c'est aussi, il n'y a pas que l'uranium. On parlait de l'uranium, mais je ne sais pas si vous connaissez la technique du nucléaire au sel dissous, le thorium, qui est une alternative, qui est clairement complètement découplée de son aspect militaire, puisque en fait le lobby militaro-industriel ici promeut le nucléaire à l'uranium, parce que justement les sous-produits servent à l'armement. Les seuls qui ont vraiment développé cette industrie-là sont les Chinois. Et ici, il y a eu un blackout total sur le développement de ce type de nucléaire qui, effectivement, produit des déchets. Je pense qu'ils produisent 1 million de fois moins de déchets, quantitativement, avec un système d'autorefroidissement qui est totalement différent. Enfin, l'uranium, il faut une centrale capable de mettre en marche des circuits de refroidissement s'il y a un problème. Le nucléaire à sel dissous, c'est que dès que l'autre chauffe trop, il y a un bouchon qui fond et ça s'arrête immédiatement. Ça s'auto-éteint. Et au-dessus de ça même, vous avez le principe de la fusion nucléaire dont tout le monde parle comme un Graal, mais qui a été innovant dans ces techniques-là? Le tokamak, ça vient de quoi? C'est russe. C'est les soviétiques qui ont été les pionniers du nucléaire fusion, donc celui qui ne produit pas du tout de déchets, et qui produit énormément plus. Alors, on n'en est pas là, hein, mais je veux dire, faut rappeler quand même que dans toutes les questions, y compris énergétiques, l'URSS a été pionnière dans tout ce qui est barrage hydroélectrique, dont on ne parle pas, parce que les Verts ne défendent pas l'hydroélectrique. Effectivement, c'est vrai que le Parti communiste français en a été l'héritier après la guerre, en nationalisant des barrages qu'aujourd'hui on est en train de vendre, hein, mais qui est une énergie formidable. Moi, franchement, à chaque fois que je vois des éoliennes, je ne suis pas content, j'aime pas les éoliennes. Je trouve que c'est moche et que ça produit peu. Alors après, on peut discuter, mais je veux dire, par rapport à des productions énergétiques très importantes qui sont plus ou moins, c'est jamais neutre, mais beaucoup plus neutre, en tout cas les industries énergétiques actuelles, bah, je pense qu'il faut en faire la promotion et rappeler qui était pionnier dans ces industries-là, y compris la Chine aujourd'hui d'ailleurs, hein, sur les barrages.